Une flotte de croiseurs et de destroyers américains escorte plusieurs navires de transport de troupes. Cette relève est très attendue à Guadalcanal. La base américaine manque cruellement d'hommes sur le front. Voici le croiseur lourd USS Chicago. C'est un navire jumeau de l'USS Northampton qui a combattu aux côtés de l'Enterprise en 1942. Le Chicago est précédé d'une flottille de 6 destroyers disposés en demi-cercle devant lui. La flotte croise à près de 50 km/h. Elle se trouve à 150 milles nautiques, environ 270 km au sud-est de Guadalcanal. La nuit précédente, le croiseur a subi une attaque aérienne terrible. Au large des îles Salomon, le danger est omniprésent. Les marins du groupe naval en sont conscients. Le Chicago se dirige droit sur une véritable embuscade. Sous la surface, les sous-marins japonais le suivent de très près. Et dans le ciel, des avions ennemis le surveillent attentivement. L'armée japonaise a subi de lourdes défaites dans le Pacifique. Mais elle est déterminée à montrer à l'Amérique qu'elle est loin d'être vaincue. Le Japon s'apprête à frapper, à la faveur de l'obscurité. Les Nippons ont subi de lourdes pertes à Midway et à Guadalcanal. Ils n'ont plus les ressources humaines et matérielles suffisantes pour lancer des offensives de jour contre la flotte américaine. Ils avaient entraîné plusieurs escadrons de bombardiers torpilleurs à livrer des attaques nocturnes. Et ils ont lancé des offensives sur les croiseurs américains. À 19h45, des lumières apparaissent au-dessus des navires américains. Des fusées éclairantes tirées par les Japonais illuminent le ciel. Soudain, 16 bimoteurs Betty surgissent de l'obscurité. L'un d'eux est stoppé net par les tirs anti-aériens américains et va s'abîmer dans l'océan. Les autres arrivent par tribord et fondent sur le Chicago, prêts à lancer leurs redoutables torpilles. Les mitrailleuses et les batteries de 127 mm du croiseur brisent le silence. Mais les gerbes de lumière ainsi que les avions en flammes rendent le navire visible par l'ennemi. En gros, ça revient à révéler votre position à l'ennemi. Il devient une cible parfaite. Deux torpilles le touchent par tribord. Il prend l'eau et se met à agiter dangereusement par l'arrière. La situation est critique. Les bombardiers Betty arrivent par vagues successives et les marins américains comprennent vite que la bataille ne fait que commencer. Le croiseur Louisville a rejoint le Chicago et a réussi à lui lancer un câble de remorquage. C'est une sacrée prouesse en pleine nuit et sans éclairage. Puis il a commencé à tracter le Chicago et à l'évacuer. Le câble métallique de 6 cm de diamètre est fixé au pied d'une lourde tourelle à l'arrière du Louisville, puis à la proue du Chicago. La manœuvre de remorquage commence et le Chicago est éloigné de la zone de combat. À 560 km de là, l'Enterprise reçoit l'ordre de porter secours aux navires en détresse. Sa cible, les avions qui harcèlent l'USS Chicago. Sa mission, sauver le croiseur américain. Sa stratégie, déployer ses avions afin de protéger le Chicago tant qu'il n'aura pas quitté la zone des combats. Le porte-avions navigue toute la nuit à pleine vitesse, pendant que ses pilotes se préparent à leur délicate mission. Le 30 janvier 1943. Au lever du soleil, les avions de guerre de l'Enterprise quittent le pont d'envol et s'élèvent au-dessus des îles Salomon à la recherche de l'USS Chicago. Peu après 7 heures du matin, les Douglas repèrent le croiseur et sa flotte d'intervention. Le navire était complètement hors service. Il se faisait tracter par un autre croiseur, le Louisville. Leur vitesse de pointe devait avoisiner les 7 ou 8 km/h à peine. Il ne pouvait plus ni avancer ni manœuvrer. En gros, il était devenu une proie facile et ne pouvait compter que sur les navires de sa flotte pour espérer s'en sortir. La situation ressemble à la vaine tentative de sauver l'USS Hornet à Santa Cruz en octobre 1942. Le porte-avions avait été ravagé par les torpilles nippones.
Une dernière salve de tirs ennemis avait porté les stockades avant qu'on ne parvienne à le remorquer. Le Chicago demeure une cible facile si les avions japonais tentent un nouvel assaut. Pour assurer leur défense, les deux atouts essentiels des navires de guerre sont la vitesse et la manœuvrabilité. En reliant deux navires par un câble afin d'effectuer un remorquage de secours, les deux bateaux se privent de leur vitesse et de leur capacité à changer de direction. Ainsi, ils deviennent des cibles faciles. Les avions de l'Enterprise patrouillent au-dessus du croiseur endommagé et guettent la moindre trace de force japonaise. Au même moment, le remorqueur de l'armée américaine, le Navarro, rejoint le Chicago et prend la relève du Louisville pour évacuer le croiseur. Le Navarro tient son nom d'une tribu indienne. Ce véritable monstre de 1200 tonnes mesure à peine 60 mètres de long. Ses seules armes sont un canon de 76 mm et deux mitrailleuses de calibre 50. Les pilotes de l'Enterprise vont protéger l'opération de remorquage pendant plusieurs heures. Jusqu'à présent, tout se passe plutôt bien et aucun avion ou navire ennemi n'est apparu à l'horizon. À 16 heures, le porte-avions reçoit une alerte de Guadalcanal. 11 avions non identifiés se trouvent à 200 km de là. C'est le branle-bas de combat. Chaque homme rejoint son poste. On sort les munitions, on enfile son casque et son gilet de sauvetage. Sous le pont, les écoutilles sont fermées entre les quartiers. Les marins chargés de déplacer les avions se tiennent prêts. Le navire est paré à réagir. Chaque matelot, chaque marine attend l'ennemi de pied ferme. Les Japonais savaient qu'ils avaient fait des dégâts. Ils revenaient pour en finir avec le Chicago. L'Enterprise fait immédiatement décoller des Wildcats à la rencontre des ennemis. À moins de 100 km, les Betty japonais arrivent rapidement sur le groupe naval. L'équipage de l'Enterprise s'en remet à sa première ligne de défense. Son escadron de chasseurs surnommé les Grim Reapers, les semeurs de mort. L'un d'eux, Don Flash Gordon, est un vétéran de la bataille de Santa Cruz. J'ai repéré les 11 bombardiers Betty. Ils étaient à 1 heure, juste devant. Et ils allaient très vite. Ils étaient sur le point de nous dépasser, alors on a tous viré brusquement sur la gauche et on a fini par se retrouver juste derrière eux. Gordon est à la tête de l'escadron. Les chasseurs se mettent en formation pour défendre la flotte. On est resté sur leur droite, un peu devant, au cas où ils décideraient d'attaquer l'Enterprise au lieu du Chicago. Gordon et les autres pilotes de Wildcats se rapprochent des avions japonais qui poursuivent leur route en direction du croiseur Chicago. Ils étaient disposés en 2 formations, l'une de 6 appareils, l'autre de 5. Quand les Betty arrivent au-dessus du groupe naval du Chicago, les Wildcats décident d'ouvrir le feu avec leurs canons de calibre 50. J'ai atteint l'avion de tête qui s'est abîmé en mer. Le second a aussi pris feu et a vite sombré. Gordon et l'ensemble du 10e escadron harcèlent littéralement la flotte aérienne ennemie. Nos pilotes ont fait un excellent boulot. Ils ont éliminé la quasi-totalité de l'escadron japonais. Mais 4 Betty parviennent tout de même à échapper aux Wildcats et lancent leurs torpilles sur le Chicago. Au dernier moment, le Navarro tente de faire pivoter le croiseur pour le disposer face aux avions ennemis, rendant ainsi leur cible plus difficile à atteindre. Mais quand il parvient enfin à faire face aux avions japonais, les torpilles percutent la coque du Chicago et explosent dans un vacarme assourdissant. Les pilotes de l'Enterprise s'empressent de défendre leurs camarades. Gordon et ses hommes rejoignent les torpilleurs nippons et les arrosent de plomb. Au total, 9 Betty sont abattus. Seuls 2 d'entre eux échappent aux hommes de l'Enterprise. L'un est parti vers l'est, l'autre vers le sud-est. J'étais plus près du premier, alors je suis descendu au niveau de la mer et je l'ai pris en chasse. J'ai redressé mon avion pour lui tirer dessus, mais je n'arrivais pas à le rattraper. Le Chicago est dévasté. Les survivants abandonnent leur navire et assistent impuissants à son agonie.
Sous le pont, l'eau s'engouffre par les déchirures creusées par les torpilles. Les cales, les salles des machines, les entrepôts, les magasins et bientôt l'ensemble des entrailles du croiseur sont entièrement inondés. Plus le navire prend l'eau et plus il se met à agiter sur le flanc tribord. L'explosion des torpilles a déclenché des incendies qui finissent par atteindre la soute aux munitions. Le pavillon de guerre du Chicago flotte encore au vent. Et un des canons laisse échapper le dernier râle de l'USS Chicago. Puis, sous le poids de sa structure, le croiseur bascule sur le flanc. L'océan finit par l'engloutir. Le navire de guerre aura coulé en seulement 19 minutes. 62 marins américains périront, emportés par les flots. L'USS Chicago a été le dernier grand navire de guerre perdu dans la bataille de Guadalcanal. L'équipage de l'Enterprise accuse le coup. Sa mission de sauvetage a échoué. Et les hommes de l'Enterprise détestent l'échec. Malgré la perte du croiseur, les navires de transport de troupes sont parvenus à accoster sur l'île et à débarquer leur bataillon de Marines. En 6 mois de combat, les États-Unis ont perdu 7000 hommes, 29 navires et 600 avions. Dans le camp adverse, les pertes sont considérables. Près de 30 000 hommes, 38 navires et 800 avions. Les forces américaines ont conquis Guadalcanal. Les États-Unis ont fortement consolidé leur présence dans le Pacifique. Ils possèdent désormais une base aérienne stratégique de premier plan. Le spectre de Guadalcanal qui entêtant l'état-major américain n'existe plus. Mission accomplie. Tout au long du conflit dans le Pacifique, aucun autre navire de guerre américain n'aura participé à autant de combats que l'Enterprise. De Pearl Harbor à Midway, des îles Marshall aux îles Salomon, il a disputé une douzaine de batailles, parcouru des milliers de kilomètres, terrassant et envoyant par le fond 20 navires ennemis. On était à bord du fleuron de la marine. Quand on avait besoin de nous, on répondait toujours présent. Pour nous, ça faisait aucun doute. On allait remporter la victoire sans aucun problème. L'Enterprise a participé à toutes les batailles majeures de la guerre du Pacifique et a déjoué les pronostics les plus pessimistes. Son équipage a bien mérité une permission à Espiritu Santo, une île de l'archipel de Vanuatu. À son arrivée dans la rade de l'île, un contingent d'élèves fraîchement diplômés de l'école navale embarque à son bord. Ken Peck est artilleur et vient de l'Oregon. Peck et plusieurs autres jeunes officiers ont combattu à bord d'autres navires dans le Pacifique. Leur nouvelle affectation est l'Enterprise. Je n'avais jamais vu de porte-avions. On était tous très impatients. On l'a vu arriver au loin, il était majestueux. On aurait dit un magnifique fantôme gris. Pour Peck et des centaines de marins, la rencontre avec l'Enterprise est un véritable coup de foudre. Il était gigantesque et avait l'air si puissant. J'en ai eu la chair de poule. Puis les hommes à bord nous ont tous souhaité la bienvenue. On a signé nos papiers d'engagement et on nous a montré nos quartiers de nuit. Voilà comment j'ai embarqué à bord de l'Enterprise. L'île d'Espiritu Santo est une base arrière. Les porte-avions peuvent y faire le plein de carburant, se ravitailler en munitions et embarquer des équipages. Ces bases de ravitaillement nous offraient des positions de repli assez éloignées des zones de combat. Ni les avions, ni les navires japonais ne pouvaient venir nous menacer directement. On pouvait tranquillement y envoyer les navires pour les ravitailler. Et cela nous donnait le temps d'intégrer de nouvelles recrues qui embarquaient avant de repartir en mission. Ces bases étaient notre fil d'Ariane, notre lien avec l'arrière-garde. Et pour les vétérans, Espiritu Santo rime avec bière fraîche ou cinéma en plein air. La détente après la privation. Dès que le bateau accostait, on descendait à terre pour réparer les avions. On bossait une demi-journée et ensuite on allait se baigner. Pour moi, la permission s'est parfois limitée à une bonne douche et à un repas chaud. Mais ça vous libère l'esprit de tout ce que vous avez vécu et ça vous donne le courage pour repartir au combat. Quand vous êtes à terre, vous faites le vide. Vous essayez d'oublier les moments difficiles vécus au combat.
C'est comme ça que vous arrivez à continuer. C'est primordial. Roy Blood, originaire du Maine, et son ami Charlie Mason apprécient tout particulièrement les virées nocturnes. Une nuit, ils décident de partir en périple à bord d'une Jeep accompagnés de 2 Marines. Les Marines conduisaient. Ils roulaient assez vite sur la piste de terre quand, soudain, ils se sont arrêtés et ils se sont mis à tirer avec leur Colt 45 automatique. J'ai tout de suite pensé aux Japonais. Roy n'y est pas du tout. Il y avait 2 énormes crabes de terre qui traversaient la route. Ils étaient en pleine migration et les soldats avaient décidé de s'amuser avec eux. Mais la permission ne dure pas. L'Enterprise reçoit l'ordre de repartir. Les dégâts qu'il a subis tout au long de l'année 1942 nécessitent des réparations importantes. Le porte-avions doit rejoindre Pearl Harbor avant de repartir pour les États-Unis, afin d'y subir une remise en état complète. En mai, l'Enterprise arrive enfin à Pearl Harbor, 6 mois après l'avoir quitté. Un visiteur de marque l'y attend. L'amiral Chester Nimitz a été missionné par le président des États-Unis en personne. Il est chargé d'une mission importante, rendre hommage au symbole de la lutte américaine dans le Pacifique, l'USS Enterprise. 2000 marins, pilotes et Marines accueillent l'amiral Nimitz au garde-à-vous. Devant tout l'équipage, ils remettent au commandant Samuel Ginder la décoration suprême. C'était la plus haute distinction militaire qu'un navire pouvait obtenir. La Presidential Unit Citation. L'Enterprise est le premier navire de guerre à la recevoir. Même la célèbre frégate USS Constitution, une légende du 19e siècle, n'a pas connu un tel honneur. C'est vraiment une décoration importante. Elle est attribuée au nom du président des États-Unis. C'est lui qui décrète que tel bataillon ou tel navire a fait preuve de bravoure au combat et lui attribue cette récompense pour ses services rendus. Le chef suprême des armées décide de distinguer un groupe d'individus pour son travail exemplaire. À ce moment de la guerre, c'est certainement l'événement qui a le plus remonté le moral des troupes. Alors qu'on recevait cette décoration, l'amiral Halsey en a profité pour faire passer un message aux hommes de l'Enterprise. Il nous a dit quelque chose comme « Mon cœur sera toujours avec vous ». Et je crois bien que ce message nous a fait autant de bien, sinon plus, que la distinction qu'on venait de recevoir. On avait beaucoup de respect pour Bull Halsey et ses qualités de meneur. Le Big E met le cap sur les États-Unis. Bremerton, dans l'État de Washington, été 1943. L'Enterprise s'engage dans le détroit de Puget. Il n'est pas revenu au pays depuis des années. Le navire doit subir une remise en état complète. On compte également lui apporter de nombreuses améliorations qui feront de lui un adversaire bien plus redoutable. Durant l'été 43, l'Enterprise a été remis à neuf. Il avait livré de nombreux combats et subi d'importants dégâts. Les ingénieurs de la marine y ont apporté de nombreuses modifications. Des centaines d'ouvriers sont à pied d'œuvre sur le navire. Le porte-avions sera très vite prêt à repartir au combat. Il est équipé d'un bouclier anti-torpille, de canons supplémentaires et reçoit un nouveau radar. Mais surtout, il embarque un nouveau type d'avion qui va véritablement bouleverser la physionomie de la guerre. Les deux principales menaces pour un porte-avions sont les attaques aériennes et les tirs de torpilles. Ils ont monté un blindage anti-torpille sur près des 3/4 de la longueur de la coque. Ils devaient protéger le bateau des explosions qui pourraient le toucher. Les torpilles japonaises ont déjà eu raison des porte-avions Yorktown et Hornet. L'état-major américain veut à tout prix éviter que l'Enterprise ne subisse le même sort. Cette protection anti-torpille consiste en 2 pièces d'acier venant enserrer la coque du navire. Entre cette dernière et la ceinture d'acier bombé, un espace constitué d'air et d'eau absorbera le choc des explosions et réduira les dégâts causés par leurs éclats métalliques. Le pont a été allongé de 5,5 mètres. Les dispositifs de protection et le radar ont été modernisés. Enfin, le navire a été équipé de toutes nouvelles batteries de 127 mm ainsi que de 36 canons anti-aériens de 40 et 20 mm.
L'armement faisait toute la différence. On avait plus de batteries de 40 mm. Quand on se mettait à tirer, ça faisait un boucan du diable. De tout nouveaux systèmes anti-incendie protègent les batteries de 127 et de 40 mm. L'USS Enterprise est capable d'inonder le ciel de plomb pour atteindre les avions ennemis. Des viseurs assistés par radar permettent d'estimer la distance et l'altitude d'un avion en approche, afin d'en ajuster le tir. Les viseurs de catégorie 37 et 51 sont montés respectivement à chaque extrémité de l'îlot. Ces systèmes de visée déterminent les coordonnées des cibles ennemies. Les données sont alors communiquées au second d'artillerie qui peut guider les tirs de barrage. Le nouveau radar est capable de repérer les avions japonais à 40 km de distance et leurs navires à plus de 35 km. À présent, le Big E a les moyens d'anéantir un avion ennemi qui approcherait de jour comme de nuit. Dans l'arsenal japonais, rien ne peut rivaliser avec les canons de 40 et de 127 mm à guidage radar de l'Enterprise. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, personne ne possédait une défense anti-aérienne capable de rivaliser avec la nôtre. Dès la fin de l'année 1943, tenter de s'approcher d'un navire de guerre américain était devenu plus que périlleux. Et ça allait être encore pire pour les Japonais à partir de 1944 et 1945. Alors que l'Enterprise est en réparation, la marine américaine remobilise ses forces et se prépare à réaffirmer sa maîtrise sur l'océan Pacifique. L'Enterprise a beau être éloignée des combats, la guerre est loin d'être terminée. Les troupes américaines sont toujours en mouvement et se battent sur différents fronts. Et dans le reste du monde, les États-Unis et leurs alliés pressent de plus en plus leurs ennemis. Au moment où l'Amérique connaît enfin la reprise économique, l'Axe ne semble pas donner de signe de reddition. Pour l'Enterprise et son équipage, la guerre continue. Le porte-avions se prépare à reprendre le combat. Nombre de ses vétérans, pilotes comme artilleurs, ne seront pas du voyage. Mais les postes laissés vacants par les blessés ou les mutations offrent la possibilité à d'autres de s'engager et de gagner leur galon à bord du Big E. Affecté sur le porte-avions depuis les jours les plus sombres de Pearl Harbor, Alvin Kernan, natif du Wyoming, obtient enfin une promotion. Il intègre un escadron de l'Enterprise. Je réalisais mon rêve de toujours. De plus, les primes de vol équivalaient à la moitié de notre solde de marin. C'était intéressant. Mais ce qui importait le plus, c'était le statut auquel on accédait en intégrant un escadron de pilotes. En novembre, un navire bien plus redoutable s'apprête à retourner affronter la marine japonaise. À cette occasion, l'USS Enterprise est sous les ordres d'un nouvel officier, le commandant Matthias Gardner. Gardner est un homme à poigne, autoritaire. Dur comme de la pierre, diront ses matelots. Il est déterminé à semer le chaos partout sur les îles du Pacifique. Quand il s'est présenté devant nous, il nous a dit « Je n'ai ni médaille ni décoration, mais on va y aller et on va leur en faire voir. » On était sûr qu'avec lui, on n'allait pas s'endormir. L'Enterprise reçoit ses ordres de mission. L'heure est venue de reprendre la mer. Le fantôme gris part à la rencontre de son ennemi juré, l'Empire du Soleil Levant. Quand il arrive dans la rade de Pearl Harbor, le navire force l'admiration des marins venus le contempler sur les quais. Le porte-avions légendaire doit rejoindre l'une des flottes navales les plus importantes jamais réunies. À l'automne 1943, la marine américaine a enfin les moyens matériels de lancer la conquête du cœur de l'océan Pacifique qu'elle planifie depuis longtemps.
À peine un an plus tôt, il était le dernier porte-avions encore en service dans le Pacifique. À présent, l'Enterprise fait partie d'une véritable armada. À ses côtés, les porte-avions légers Monterey et Bellewood, les cuirassés Massachusetts et Indiana, le croiseur Baltimore et 6 destroyers, sans oublier une vieille connaissance, le cuirassé North Carolina, un vétéran des îles Salomon. La flotte possède une puissance de feu phénoménale, des milliers de tonnes d'obus, sans oublier les 200 avions qu'elle embarque. Nous éprouvions un fort sentiment de puissance et nous allions en faire la démonstration. L'Enterprise et sa flotte s'embarquent dans une des plus longues campagnes navales de l'histoire de la marine américaine. Les combats vont durer près de 560 jours. 560 jours pour traverser l'enfer et en revenir. De son côté, la flotte japonaise n'est pas dans les meilleures dispositions pour affronter à nouveau le fantôme gris. Elle est en pleine convalescence. Face au nouvel arsenal américain, la marine impériale ne compte désormais que 12 porte-avions, 9 cuirassés et une poignée de croiseurs et de destroyers. Le Japon semble dépassé. Mais l'amiral Chester Nimitz n'a pas l'intention d'attendre. Il compte bien passer à l'attaque dès qu'il en aura l'occasion. La cible, les îles Gilbert. La mission, prendre l'atoll de Makin, le premier d'une série d'avant-postes ennemis qui doivent être réduits à néant. La stratégie, bombarder l'île depuis la mer et les airs, puis envoyer l'infanterie. Les îles Gilbert sont devenues un objectif majeur de la campagne du Pacifique Centre. Chester Nimitz avait un plan pour établir ses forces aux îles Mariannes. Or, pour les atteindre, il fallait conquérir 3 archipels. D'abord les Gilbert, puis les Marshall, et enfin les Carolines. Tout ça pour allier Guam et Saipan. 19 novembre 1943. L'Enterprise et sa flotte d'intervention arrivent à proximité de leur premier objectif, l'atoll de Makin dans les îles Gilbert. L'invasion s'articulera en 2 assauts synchronisés. Les Marines débarqueront sur les plages de l'atoll de Tarawa, pendant que l'Enterprise soutiendra le débarquement des troupes du 27e régiment d'infanterie sur Makin. Le but, prendre possession des 2 atolls simultanément. L'île principale de l'atoll de Makin s'appelle Butaritari. C'est une importante base aéronavale qui abrite 800 marins et soldats japonais ainsi que des ouvriers coréens. Sur l'île, on trouve 2 barrières anti-chars, l'une à l'est, près d'un village, l'autre à l'ouest, à Honchong's Wharf. Ces barrières sont faites de troncs d'arbres, de fils barbelés et de blocos en béton. Plus au sud, tout le long de la plage, 3 canons de 80 mm, 10 mitrailleuses et 85 batteries de canons protègent la côte. Face au lagon, au nord, se trouvent des canons de défense de 80 mm, des batteries antiaériennes et des mitrailleuses. Pendant 6 jours, les forces américaines vont pilonner ces lignes de défense et préparer l'invasion. À présent, l'Enterprise va entrer en jeu et semer le chaos sur l'île. À l'aube, le premier escadron d'avions du Big E se tient prêt à décoller. 33 bombardiers et chasseurs quittent le pont pour rejoindre l'atoll de Makin. Ils ont pour mission de détruire les postes de tir et les blocos ennemis. À 120 km du porte-avions américain sur Makin, les garnisons japonaises s'éveillent. Les soldats nippons ne se doutent pas une seconde de ce qui les attend. Les hommes sont épuisés. Depuis des jours, les bombardements sont incessants. Ils vont découvrir une nouvelle menace redoutable, venue du ciel, l'avion de chasse F-6F Hellcat. Depuis Pearl Harbor, les pilotes américains ont du mal à rivaliser avec la vélocité des héros. Depuis 2 ans, le chasseur nippon règne en maître absolu au-dessus du Pacifique et sur les Wildcats américains. Les États-Unis détiennent à présent une nouvelle arme qui va révolutionner le combat aérien.
L'arrivée du F-6F Hellcat est un grand tournant dans l'histoire de l'aéronavale américaine. Enfin, elle avait la puissance de feu suffisante pour attaquer ses ennemis et pour défendre ses navires efficacement. Pendant ces réparations, on a modifié l'Enterprise afin qu'il puisse embarquer un escadron de Hellcat. Ce chasseur mesure 10 mètres de long et peut atteindre la vitesse maximale de 605 km/h. Le Wildcat atteint pour sa part 560 km/h. Le F-6F, plus long d'1,50 m, est également beaucoup mieux armé. Son équipement standard compte 6 mitrailleuses de calibre 50, capables de tirer 2400 coups. L'avion embarque également des bombes et des roquettes. La marine américaine possède enfin un engin capable de supplanter le légendaire Zéro. C'était un engin de mort grâce à ses fameuses mitrailleuses de calibre 50. Et puis il était solide et fiable. Il allait changer la physionomie de la guerre dans le Pacifique. Le chef de l'escadron de Hellcat s'appelle Edward Butch O'Hare. C'est un des as de l'aéronavale qui totalise 3 ans de service et une bonne vingtaine d'appareils ennemis abattus. Originaire du Missouri, il a déjà reçu la médaille d'honneur. Il a été le premier pilote de l'aéronavale à décrocher un as après avoir abattu 5 bombardiers japonais au cours de la même journée. Tout le monde le respectait. Butch O'Hare était intrépide. Ce type n'avait peur de rien et c'était un véritable meneur d'hommes. Un héros, aucun doute là-dessus. La garnison de soldats japonais sur l'atoll de Makin va faire connaissance avec le nouveau chasseur Hellcat et son pilote. Les avions surgissent du ciel et vident les chargeurs de leurs mitrailleuses de calibre 50 sur les blocos qui longent les plages de l'île. À 2700 mètres au-dessus de Butaritari, les bombardiers Douglas entament leur piqué et larguent leurs bombes de 450 kg sur les positions japonaises. Sur toute l'île, les incendies éclatent. Les shrapnels brûlants déferlent sur les hommes et sèment l'apocalypse. Un hydravion japonais parvient à décoller du lagon au moment où les bombardiers américains fondent sur Butaritari. Quelques instants plus tard, les chasseurs Hellcat le réduisent en miettes. Les bombardiers Avenger viennent ensuite larguer leurs bombes de 900 kg. Elles dévastent les batteries de DCA, les bunkers et les blocos japonais. L'attaque brutale combinée des Hellcats et des bombardiers a eu un impact effroyable. Le premier jour d'offensive sur Makin est une victoire sanglante. À la fin de la journée, la flotte américaine se prépare déjà à l'étape suivante de l'opération. 20 novembre 1943. Les troupes d'assaut du 27e régiment d'infanterie prennent place dans les barges de débarquement. Pendant ce temps, les escadrons d'attaque décollent de l'Enterprise pour un nouveau raid aérien. À 5h30 du matin, un premier groupe d'avions quitte le Big E. À 100 km de là, les forces japonaises attendent, anxieuses. Soudain, les silhouettes des croiseurs, des destroyers et des transports de troupes se dessinent dans la pénombre matinale. Les bombardiers et les torpilleurs de l'Enterprise entament leur descente vers l'île, une nouvelle fois prêts à déchaîner l'enfer. Les avions lancent une série d'attaques dévastatrices sur les postes japonais, tandis que les navires de guerre se mettent en position. D'autres bombardiers américains surgissent des nuages. Les troupes ennemies vont bientôt pouvoir mesurer l'ampleur des forces armées mobilisées. 20 novembre 1943, sur l'atoll de Makin dans les îles Gilbert. C'est le premier objectif de l'opération de conquête que l'amiral Nimitz a lancée sur le Pacifique. Bombardiers, torpilleurs et Hellcat ont quitté le pont de l'Enterprise et sont partis ravager les défenses japonaises de l'atoll.
Le pont rallongé de l'Enterprise fonctionne à merveille. Mais le navire détient désormais un autre moyen de lancer ses avions. Il possède 2 nouvelles catapultes hydrauliques à bâbord et tribord du pont. Elles permettent de faire décoller des avions en urgence. Une fois l'avion fixé à la catapulte, un fluide hydraulique passe dans un cylindre qui libère un piston. Ce dernier déclenche à son tour un système de poulies qui propulse l'avion dans les airs. Cette fois, l'Enterprise envoie toutes ses forces disponibles assiéger Makin. À 120 km du navire, ces avions fondent sur la base nippone, tandis que le croiseur Baltimore et les autres navires de guerre de la flotte se préparent à cracher leurs obus sur leurs cibles. Le Baltimore et son escorte de destroyers ouvrent le feu et entament un pilonnage en règle de leurs cibles. Les positions ennemies sont secouées par la violence des tirs de barrage. Le Baltimore est le fleuron de sa catégorie. Sorti des aciéries du Massachusetts en 1942, il mesure 205 mètres de long. Son armement compte 9 canons de 228 mm, plusieurs batteries de 127 mm et de mitrailleuses. Tout cet arsenal est braqué sur Makin. Ces tourelles de 203 mm fonctionnent sur un nouveau système de treuil. Ces derniers récupèrent les obus depuis le magasin, alimentent les chambres de distribution et chargent le canon de calibre 55. Sa portée de tir dépasse les 27 km. Ce jour-là, le navire va tirer plus de 1300 obus sur l'île ravagée. Vers 8h30, les soldats américains débarquent. Très haut dans le ciel, au-dessus de la plage, un Avenger de l'Enterprise observe attentivement le déroulement des opérations. Ce bombardier-torpilleur a pour mission de renseigner sa hiérarchie sur l'avancement des bombardements. L'amiral Kelly Turner supervise l'opération depuis l'USS Pennsylvania. Alvin Kernan est artilleur à son bord. Il observe les troupes américaines envahir l'île. On est descendu assez bas au niveau de la plage. Alors on était aux premières loges. C'était incroyable de voir ça. Quand les barges de débarquement ont été mises à l'eau, on pensait que ça allait tirer dans tous les sens, mais pas du tout. Les gars ont baissé les rampes et ont débarqué sans le moindre problème. Les Hellcats et les bombardiers de l'Enterprise balaient les postes de tir japonais à coups de rafales de mitrailleuses. Les troupes au sol commencent à sécuriser le périmètre. Les derniers bastions de résistance sont éradiqués aux fusils, à la mitrailleuse et aux mortiers. Nos avions les bombardaient allègrement, appuyés par nos cuirassés. Les plages étaient totalement dévastées et jonchées de troncs de palmiers. Les 4 jours suivants, les pilotes de l'Enterprise et les soldats au sol coordonnent leurs efforts. Les avions ne laissent aucun répit aux troupes japonaises. Pendant ce temps, l'infanterie harcèle les bunkers nippons sous les tirs de mortier. Les raids aériens ont eu l'effet escompté. L'armée japonaise n'a plus les moyens de se défendre. J'imagine les pauvres soldats japonais en train de prendre cette sévère déculottée. Sous ce déluge de bombes, ils devaient se demander « Vous croyez qu'on les a énervés en attaquant Pearl Harbor ?» À ce moment-là, je suis certain qu'ils auraient aimé remonter le temps. J'en suis même intimement convaincu. La victoire semble d'ores et déjà acquise sur Makin. Pour l'équipage de l'Enterprise, le succès paraît bien aisé comparé à l'horreur de Guadalcanal. Mais rien n'est encore acquis. Alors que l'Enterprise longe les côtes ravagées de Makin, les centaines de jeunes recrues qui ont gonflé ses rangs s'efforcent de s'adapter à la vie à bord. Jusqu'ici, la plupart de l'équipage se composait de volontaires engagés avant le début de la guerre. Mais dès 1943, une nouvelle vague d'incorporés et de conscrits est venue gonfler les rangs de la marine. Une nouvelle génération de matelots et de marines issus de la garde nationale. En 1943, de nouveaux soldats sont arrivés. Ils étaient réservistes dans la garde nationale. Ce sont eux qui ont combattu dans le Pacifique Centre contre l'armée japonaise.
Ils ont mené la guerre jusqu'à la fin. Avant que l'Enterprise ne reparte en campagne, près de 40% des hommes embarqués ont été renouvelés. Des recrues à peine sortis de l'école de marine. Jack Maroney est l'un d'eux. C'est un marine venu de Dallas. Je voulais absolument embarquer sur l'Enterprise. C'était une véritable légende, et je voulais en faire partie, à ma façon. Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Le lieutenant Richard Hart débarque de sa Virginie occidentale. Sa première impression sur l'Enterprise est plutôt négative. La première fois que je l'ai vu, il était en cale sèche à Bremerton, dans l'État de Washington. Il y avait des dizaines de tuyaux et de tubes qui couraient le long de sa coque. Je n'en avais jamais vu autant. Et puis, ça grouillait de soudeur là-dedans. Ça ne ressemblait même pas à un bateau, pour être franc. On aurait dit la créature inachevée d'un savant fou. En bon marine, Hart préfère être sur le terrain plutôt qu'attendre sur le pont d'un navire. Je ne me suis pas engagé chez les Marines pour être sur un bateau, mais pour être sur le terrain, mon fusil à la main. Voilà ce que je voulais. Un marine préférera bien sûr servir dans l'infanterie plutôt que de rester sur son navire. À bord, on se sent comme emprisonné. On ne traque pas l'ennemi sur un pont. Votre entraînement de fantassin ne vous servira pas à grand-chose. Mais une fois sur l'eau, aux abords des combats, le lieutenant Hart parvient à trouver des points positifs à sa nouvelle maison flottante. Je n'aurais jamais pensé qu'un bateau pouvait être aussi vaste. Franchement, je le croyais invincible. À mes yeux, rien ni personne ne semblait capable de l'ébranler. Mais dans les îles Gilbert, Hart va l'apprendre à ses dépens. Quand les Japonais attaquent, l'invincibilité d'un navire est une notion toute relative. 25 novembre 1943, 19h. C'est Thanksgiving. L'assaut sur Makin a commencé 5 jours plus tôt. Mais l'heure n'est plus à la fête dans les eaux sombres au large de l'atoll. Des fusées éclairantes viennent illuminer le ciel au-dessus de l'Enterprise et de sa flotte. Quelques instants plus tard, les torpilleurs japonais Betty larguent leurs engins explosifs redoutables. Le cuirassé North Carolina et les destroyers ouvrent le feu. Les canons de l'Enterprise restent silencieux. En tirant, ces canons antiaériens trahiraient sa position. Il préfère laisser à sa flotte auxiliaire la tâche d'abattre les avions ennemis. Dans le ciel, les obus antiaériens se mettent à exploser. Pour le lieutenant Hart et ses marines inexpérimentés, c'est la toute première rencontre avec l'ennemi. Les soldats s'installent à leur poste de combat et attendent les ordres. Je n'avais jamais fait la guerre, alors je ne voulais pas en rater une miette. Je me suis assis en haut d'une caisse de munitions. Juste à côté de moi, il y avait un sergent beaucoup plus expérimenté qui m'a dit « Mon lieutenant, ce n'est pas vraiment le meilleur endroit où poser ses fesses. » Je suis descendu de mon perchoir et mes pieds touchaient à peine le sol quand il y a eu ce grand bang. Un éclat d'obus vient se loger dans la plaque de blindage à côté de laquelle Hart se trouvait un instant plus tôt. Il vient d'échapper à la mort. À partir de ce jour-là, j'ai su qu'il valait mieux rester à couvert. Les artilleurs de l'Enterprise se gardent bien d'ouvrir le feu pendant la bataille. En répliquant, ils risquent fort de connaître le même sort que l'USS Chicago. On restait plantés là, derrière nos canons, sans rien pouvoir faire. On était tout de même protégés par les autres navires. Les cuirassés, les croiseurs et les destroyers faisaient bien leur boulot. Mais les Japonais balançaient des fusées éclairantes qui illuminaient le ciel aussi puissamment que les projecteurs d'un stade de football. Quand plusieurs canons tirent en même temps, c'est comme un arbre de Noël. Le navire s'éclaire et devient visible à des kilomètres à la ronde. Même en éteignant toutes les autres lumières, il suffirait de tirer au canon pendant 20 secondes pour que l'ennemi repère aussitôt votre position. Le cuirassé North Carolina tire une salve d'obus et abat un bombardier Betty en plein vol.
Le combat ne dure que quelques minutes. Les Japonais n'ont pas réussi à couler le moindre navire américain. L'Enterprise est entier. Le lendemain matin, les officiers de commandement s'interrogent. Comment protéger l'Enterprise de nuit lorsqu'il est le plus vulnérable? Depuis des années, la marine et l'armée japonaise se sont aguerris aux techniques de combat nocturne. Ils savent que leurs homologues américains sont loin d'être aussi performants. 2 ans après le début de la guerre, la nuit reste synonyme de danger pour les navires américains. Si la marine veut protéger efficacement ses porte-avions lors de combats nocturnes, elle doit s'adapter aux techniques de combat utilisées par les Japonais. À bord, il y avait un commandant d'escadron aérien, Bill Martin. Il s'intéressait beaucoup au vol de nuit. C'était même une obsession. À tel point qu'il a fini par convaincre sa hiérarchie de le laisser expérimenter 2 ou 3 choses. Pour la première fois, un raid aérien nocturne est lancé d'un porte-avions américain. Bien entendu, le légendaire Butch O'Hare se propose de mener l'escadron de pilotes volontaires. Butch O'Hare s'est immédiatement porté volontaire. Il s'agissait pourtant de décoller de nuit d'un porte-avions, une première dans l'histoire de l'aviation. Ça en dit long sur le personnage. C'était un très grand professionnel. Je suis aussi convaincu qu'il s'est proposé afin d'éviter à ses camarades de risquer leur peau. O'Hare et son groupe sont surnommés les Black Panthers, les Panthères Noires. Leur objectif, défendre l'Enterprise et sa flotte auxiliaire contre les attaques japonaises, déjà responsables de dizaines de navires coulés. Leur stratégie, intercepter toute tentative d'assaut aérien japonais à l'aide de 3 Hellcat d'un torpilleur Avenger équipé d'un radar. Il sera les yeux et les oreilles de tout le groupe. Sans ce guidage, O'Hare et les autres pilotes navigueraient tout simplement à l'aveugle. Conçu par les ingénieurs du MIT, ce radar permet de localiser la position des avions ennemis et de guider les pilotes. Alvin Kernan est à bord de l'Avenger. D'abord, nous devions prendre de l'altitude. Puis, en couplant le radar du navire au nôtre, nous devions repérer tous les avions qui passaient dans le coin, et bien sûr ceux qui venaient attaquer le navire. Enfin, nous devions guider nos chasseurs vers les cibles identifiées. La peur, je la ressentais plutôt sur le pont du navire. Dès que je montais à bord d'un avion, je me sentais totalement en sécurité, comme protégé par la carcasse de tôle blindée. Étrangement, la peur s'estompait, comme par magie. Alors que la nuit tombe, les hommes de l'Enterprise se préparent pour leur mission. J'ai regardé Butch monter dans son avion ce 26 novembre. On aurait dit qu'il portait tout le poids du monde sur ses épaules. À 18h, les 3 chasseurs décollent. La traque commence. 1 heure plus tard, les Black Panthers repèrent un escadron de torpilleurs Betty qui se dirige droit sur l'Enterprise et son groupe de soutien. Kernan et ses compagnons dénombrent une vingtaine d'appareils répartis au sein de plusieurs formations. Tous se dirigent vers le groupe naval du porte-avions. L'Avenger s'approche à moins de 200 mètres et ouvre le feu. Quand ils se sont mis à répliquer à nos tirs, là, j'ai vraiment commencé à angoisser. L'Avenger finit par avoir raison de son adversaire. À 5 km de là, O'Hare et son ailier repèrent les tirs de l'Avenger. Ils observent l'avion japonais prendre feu et tomber vers l'océan. Au même moment, l'Avenger abat un autre Betty. Mais un autre appareil nippon se retrouve juste derrière le Hellcat de O'Hare. Le pilote japonais crible de balles l'avion américain. Soudain, son avion disparaît dans les ténèbres. On ne le reverra plus. Le raid d'interception nocturne est une réussite. Mais la perte de Butch O'Hare affecte tout l'équipage de l'Enterprise. L'un de ses plus vaillants guerriers a disparu.
On ne retrouvera jamais son avion. Ça nous a fait un sacré choc quand il a disparu. Tout le monde était triste à bord du navire. En perdant Butch, on perdait un héros. Un véritable héros. L'armée américaine aura perdu son meilleur pilote lors de sa toute première mission aérienne de nuit. Malgré ce drame, l'Enterprise entre une nouvelle fois dans l'histoire. Il a lancé avec succès la première mission aérienne nocturne d'interception. Grâce au radar de l'Enterprise, les Black Panthers rescapés parviennent à apponter vers 21 h. Ce fut un moment mémorable. Jusque-là, les avions de combat effectuaient leur mission uniquement de jour. À partir de ce 26 novembre 1943, ils pourraient également combattre de nuit. À la fin du mois de novembre, l'emprise américaine sur les îles Gilbert est pour ainsi dire totale. Contrairement aux longs mois de campagne autour de Guadalcanal, la marine américaine a prouvé ce dont elle était capable. Les offensives sur Makin et Tarawa vont se poursuivre jusqu'à la reddition des Japonais. Prochainement, dans les chroniques de l'USS Enterprise, le Big E et la flotte poursuivent leur campagne. Lors de l'offensive américaine contre l'atoll de Truk, l'engagement sera total.